Merci à tous les quatre. Avant de passer la parole aux dirigeants de BNP Paribas pour la prochaine séquence, je vous propose d'entendre à nouveau la nouvelle génération qui attend beaucoup du monde de l'entreprise. Écoutez. Qu'elle est à minima un responsable ESG, voire une équipe pour les entreprises d'une certaine taille qui bosse main dans la main avec les dirigeants sur ces sujets-là, avec en tête les objectifs de développement durable des Nations Unies, et que ce soit pas juste du vent, mais qu'il y ait un véritable engagement, une véritable réflexion et un suivi sur le long terme avec la mise en place de KPIs par exemple pour traquer la performance ESG. Les entreprises qui vont continuer d'investir dans les énergies fossiles, le tabac, les armes et d'autres secteurs non peu éthiques, ainsi que celles qui ont recours à l'optimisation fiscale, n'arriveront pas à recruter les futurs diplômés de demain. Nous demandons en tant que jeunes que ces entreprises arrêtent ces activités qui mettent en péril notre avenir. Peu importe le secteur d'activité. En 2021, les entreprises ne peuvent plus fermer les yeux sur le non-respect des droits fondamentaux, notamment en matière de droit social. Elles ne peuvent plus attendre que leur responsabilité internationale soit mise en cause, mais doivent se montrer irréprochables tout au long de leur chaîne de production. Et place maintenant à BNP Paribas avec Sophia Merlot, directrice des ressources humaines, Rim Terraoui, Group Chief Data Officer. Ils répondent aux questions de Charles-Henri Besser-Desor et Guillaume Pernoud. Bien, nous poursuivons donc ces différents témoignages avec BNP Paribas. On va parler transformation avec la banque d'un monde qui change. Donc finalement, c'est quand même au cœur de vos préoccupations et dans l'ADN même de la banque. Je rappelle en préambule 68 pays et 193 000 collaborateurs, ce qui fait évidemment un très grand terrain de transformation. Alors Sophia, depuis ce matin, on pose la même question en préambule, c'est dans toutes les transformations qui impactent notre société. On a parlé de digital, on a parlé d'écologie, d'environnemental, on a parlé de sociétal, qui ont un impact évidemment pour BNP Paribas. Et pourquoi? Alors, quelles sont les transformations qui sont les plus importantes pour BNP? D'abord, donc BNP Paribas, c'est une banque, donc c'est dans un écosystème. On travaille pour des clients, qu'ils soient entreprises, particuliers ou institutionnels. Et on voit bien que la façon dont les clients on consomme la banque a profondément changé, et je dirais qu'avec la crise, elle s'est accélérée. La digitalisation aujourd'hui est au cœur des sujets, et donc ça a un effet, je dirais, extrêmement important sur ensuite la façon dont on va apporter un service, dont nos collaborateurs vont être présents face aux clients. Et je dirais même que cette digitalisation, on va un cran plus loin maintenant sur tout ce qui va concerner les sujets de la data et de l'intelligence artificielle, qui doivent être de plus en plus au cœur de nos sujets de demain. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est tout ce qui est autour de la société. Donc, c'est monter sur les sujets environnementaux, climatiques, sociaux. Donc, on a été chez BNP Paribas parmi la première banque à décider d'arrêter de financer notamment le charbon. Et ensuite, on a pris un certain nombre d'engagements, c'est-à-dire de couper des revenus pour ça. Et donc, on continue dans cette transformation parce qu'on sait que c'est important qu'une banque qui est dans cet écosystème soit à la manœuvre là-dessus pour être dans l'influence et donc faire bouger les choses. Et on sait que pour nos collaborateurs, pour nos jeunes collaborateurs, on l'a entendu là dans les petites vidéos, c'est très important aussi de pouvoir intégrer des établissements qui font des choses, pas simplement qui communiquent, mais qui font des choses. Donc, là aussi, c'est comment on forme nos collaborateurs à accompagner nos clients dans cette transformation, pas que nous-mêmes, mais nos clients. Et puis je dirais, le troisième volet, c'est ce que nous avons vécu avec la crise, c'est cette accélération d'un nouveau mode de travail. Nous faisions déjà du télétravail, nous espérons passer, je dirais, puisque la crise est encore là malheureusement, dans un mode de travail hybride, avec tout ce que ça comporte de modifications dans les comportements managériaux, dans la façon dont on utilise les outils. Regardez, aujourd'hui, on a su se transformer assez rapidement en mode digital, alors que nous devions être physiquement tous présents. Et puis aussi dans les bureaux, on voit bien que tout ça, ça va faire bouger les choses à long terme. Et donc voilà, c'est ces trois sujets qui sont, je veux dire, au cœur de la transformation et de tout ce qu'on va devoir apporter comme nouvelles compétences à nos managers et à nos collaborateurs.
Rim Teraoui, vous êtes groupe Chief Data Officer, également en charge des risques ESG du groupe BNP Paribas. Alors Sophia Merlot, vous avez évoqué comme premier volet de transformation le digital. Alors qu'est-ce que le digital et peut-être plus particulièrement la data, sur lequel vous avez insisté, change au business de la banque ? Alors le digital et la data sont effectivement des leviers de transformation absolument et des facteurs, des agents de transformation absolument majeurs pour nos métiers. Transformation des processus qui peuvent être considérablement fluidifiés et optimisés avec l'intelligence artificielle. Transformation des parcours de nos clients qui, grâce à l'utilisation innovante de leurs données, mais aussi d'autres formes de données, peuvent devenir beaucoup plus simples, beaucoup plus intuitifs et aussi beaucoup plus enrichissants pour nos clients à chaque étape de leur parcours. Et dans certains cas, transformation des modèles économiques. Donc Sophia a cité effectivement la disruption et les challenges apportés par certains acteurs et certaines technologies. Par exemple, le modèle freemium, donc les offres gratuites, souvent portées par les fintechs, pour ensuite pousser des offres à valeur ajoutée data-driven, c'est quelque chose qui appelle les banques de détail traditionnelles à repenser leurs propositions de valeur. L'avènement de la blockchain ou de la tokenisation, c'est quelque chose qui peut poser des questions quasi existentielles à des métiers de conservation des titres, par exemple. Donc en filigrane de ces illustrations, ce que je cherche à dire, c'est que finalement, l'enjeu pour nos métiers, ce n'est pas tant en fait de digitaliser leur parcours ou leurs processus ou leurs offres de services, mais vraiment de les réinventer dans un monde digital. Et dans le même ordre d'idées, on voit bien que plus ils digitalisent et plus ils injectent des robots techniques boostés par l'IA, plus ça pose des questions non techniques, quitte des jobs que l'on détruit, quitte des organisations que l'on remet en cause, quitte des questions d'éthique. Et ces questions non techniques doivent absolument être abordées dès le départ. Donc au final, c'est une transformation qui est quasi architecturale, si je puis dire. Et quelque part, en mettant le digital et toujours plus de data, toujours plus riche, toujours plus facile à utiliser entre les mains des métiers, ça leur donne des outils extrêmement puissants de transformation. Mais l'enjeu pour eux, c'est d'éviter en fait de penser le futur avec les schémas du passé. Et je pense que ça requiert des compétences techniques nouvelles, mais aussi quelque chose de très important à mon avis, qui est la créativité. Alors, une évolution donc, des business models pour faire face à la concurrence des néobanques, des fintechs, et qui appelle une transformation interne. C'est peut-être l'objet de notre prochaine question. Alors la question, Sophia, évidemment, en tant que DGRH de BNP Paribas, on ne peut pas ne pas te la poser. C'est comment est-ce que vous accompagnez au sein de BNP Paribas l'évolution des compétences data, mais aussi digitales et agiles dans l'entreprise? C'est un beau cocktail. C'est un beau cocktail. Alors, on s'y était penché déjà dans notre plan stratégique précédent, qui était le plan 2020, comme on l'appelait, donc, où on s'était déjà dit que cette digitalisation allait certainement et forcément apporter des nouvelles compétences et des nouveaux rôles. Et donc, d'ailleurs, on en a défini 30 nouveaux. Et à partir de là, on a bien vu que la majeure partie allait concerner tous les sujets de digital, de data et d'agile. Et donc, je vais citer 2 exemples. Donc, on a d'abord créé une Digital Data et Agile Academy qui propose, dans notre jargon, de l'upskilling et du reskilling. En fait, c'est des formations certifiantes. Donc, ça veut dire qu'ils durent plus ou moins longtemps, on va dire entre quelques mois à 1 an et demi, sous la data et le digital. Et on voit qu'aujourd'hui, 50% est principalement donné sur la data. On a plus de 3200 collaborateurs qui sont passés dans un peu plus d'une quarantaine de pays. Donc, on voit que c'est quelque chose qui monte en puissance. Et puis le deuxième sujet, c'est comment on fait travailler les gens en mode agile aussi. Et là, de la même façon, puisqu'on passe en agile at scale, on a un endroit dans Paris qui s'appelle le Bivouac, qui est une sorte d'incubateur dans lequel on va faire travailler des équipes en mode agile pour livrer un certain nombre de produits pour nos clients. Et ces équipes peuvent venir de différents métiers. Voilà, des choses très concrètes parce que c'est au bout de ça qu'il faut vraiment inculquer ces nouvelles méthodes, cette acculturation, mais aussi ensuite cette mise en œuvre autour de la data et de l'agile. Juste une toute petite question complémentaire. Vous arrivez à essaimer ces méthodes agiles une fois qu'ils ont... Oui, on arrive à essaimer, donc parce qu'on l'a fait un peu depuis quelque temps, et surtout que maintenant on a des organisations, si je pense à la Belgique ou à l'Italie, qui se sont transformées complètement en mode agile, parce qu'on voit bien qu'on démarre d'abord dans la partie
informatique et après il faut emmener le business dedans. Donc c'est des choses que l'on fait. Et je veux dire que à ma modeste mesure, notre RH a travaillé sur notre plan 2025 et nous l'avons travaillé en mode agile parce qu'il fallait livrer assez vite et donc ça a été au bout d'un moment un peu surprenant pour eux, mais ils s'y sont mis et ils y ont trouvé beaucoup d'intérêt. Merci. Alors, on a beaucoup parlé au cours de cette journée des risques ESG. Alors, on a la chance d'être avec vous, Rim Terraoui. Vous êtes spécialiste évidemment de ce sujet pour BNP Paribas. On peut peut-être s'arrêter quelques secondes sur la définition des risques ESG. Est-ce que assez simplement, vous pouvez nous expliquer ce que c'est? On comprend que c'est des critères, c'est sur la question de la durabilité, de l'éthique. Alors, d'abord, je précise que nous, on s'intéresse en fait à l'ESG dans toutes ses dimensions et pas simplement sa dimension risque. En fait, avant tout, l'ESG pour nous, c'est comment est-ce qu'on délivre ce qui fait partie de nos convictions profondes en termes de sustainability à nos stakeholders, comment est-ce qu'on accompagne nos clients et puis effectivement, comment est-ce qu'on gère nos risques. Donc les risques, ils sont de plusieurs natures. Donc en termes d'environnement, ça veut dire comment est-ce qu'on s'assure que nos engagements de crédit, par exemple, sont alignés avec une trajectoire climatique à 1,5 degré. Comment est-ce que nos convictions en termes de social, finalement, traversent en filigrane la sélection des clients avec lesquels nous travaillons et comment est-ce qu'on les accompagne dans cette journée. Donc c'est vraiment quelque part multidimensionnel. Il y a des sujets de la biodiversité, le climat, les droits sociaux, la gouvernance d'entreprise. Donc c'est quelque chose qui, quelque part, dissémine à peu près toutes les dimensions de nos processus de décision. Merci. Alors, vous dirigez dans vos fonctions à la fois la data et l'ESG. Donc, quel est le lien? J'y contribue. Vous y contribuez. Quel est le lien, finalement, qu'on peut faire entre la data et l'ESG? Est-ce que la data, c'est un enabler, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de l'ESG ou pas? Moi, vraiment, j'ai la conviction très profonde qu'on ne peut pas être sérieux et crédible dans ce qu'on fait en termes d'ESG sans la data. La data, c'est vraiment ce qui va permettre de bridger le gap entre des concepts, des déclarations d'intention, la pratique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment est-ce qu'on fait, et puis la mesure de l'impact. Est-ce que ce qu'on fait a vraiment l'impact attendu sur le climat, sur la société, et ainsi de suite. Si je prends par exemple nos engagements en termes d'alignement de portefeuille avec les accords de Paris, eh bien concrètement, il faut de la donnée pour comprendre ce que ça veut dire en termes de profil énergétique de chaque secteur, à l'intérieur de chaque secteur, qu'est-ce que ça veut dire pour chaque client, et par exemple, mon producteur d'électricité, quel est son mix énergétique aujourd'hui, quel est son mix énergétique demain. Pour savoir ça, j'ai besoin d'avoir de la donnée sur ses actifs, combien il a de centrales à charbon, est-ce qu'il a l'intention de les fermer ou est-ce qu'il va les vendre à son voisin, auquel cas l'impact sur le climat n'est pas tout à fait le même. Donc c'est vraiment très très important de travailler le sujet via la data pour être concret, pour être impactant et pour être crédible. Donc la data est un moteur de ces enjeux ou du respect de ces enjeux ESG. Je pense que c'est aussi un formidable terrain d'innovation en fait pour la sustainability. Par exemple, si on regarde le sujet de la déforestation, c'est beaucoup plus puissant de regarder la data des images géosatellitaires qui permettent de traquer ça quasiment en temps réel que d'attendre à la publication de rapports annuels au contenu peut-être un peu incertain. Ou si je m'intéresse au profil ESG de mon producteur de yaourt, eh bien j'ai besoin véritablement de retracer toute sa supply chain jusqu'au fermier qui lui vend le lait. Et là, on rentre dans des mécanismes de tokenisation, de nudging pour convaincre ces fermiers de donner ces données qui sont très très intéressants parce que non seulement ça informe nos décisions, mais ça peut vraiment créer des cercles très vertueux en termes de ESG. Très bien, merci. Alors, on ne peut pas ne pas t'interroger, Sophia, parce que la data, c'est bien pour tenir les enjeux, les engagements ESG, mais il y a quand même des questions d'attitude et de comportement des collaborateurs et des managers. Alors, qu'est-ce que vous faites pour accompagner ces collaborateurs et ces managers face à ces défis de l'ESG, pas seulement les risques? Alors, c'est une excellente question parce que, comme vous l'avez rappelé, on a 193 000 collaborateurs dans le groupe, donc à différents niveaux, différents métiers, donc le sujet de l'ESG peut être pris différemment. Donc on a fait déjà des choses, mais on n'a pas fini. Je pense qu'on est qu'au tout début du chemin. On a fait déjà, on va dire, de l'acculturation, parce qu'il faut faire comprendre tout ce que vient de dire Rim.
Tout le monde ne le comprend pas dans son quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire quand je serai conseiller en agence de devoir expliquer à mon client que le crédit qu'il va faire va avoir un impact ESG? Donc tout ça, c'est voilà, on a fait des podcasts récemment. Ça s'appelle We Engage. Donc pendant 5 minutes, on a expliqué qu'est-ce que ça voulait dire que quand la banque s'engage sur être net zéro carbone en 2050, ça veut dire quoi précisément, et ça veut dire quoi dans le quotidien du banquier, où qu'il soit, dans la façon dont il va interagir avec le client. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place. Et puis ensuite, on a besoin d'experts. Donc on a mis aussi en place des formations certifiantes avec Cambridge notamment. On a formé 200 managers à cette dimension-là d'expertise. Et là, on va continuer. On va travailler sur certainement une académie. Et puis, on a annoncé récemment que on allait recruter, on allait former 250 banquiers pour accompagner nos entreprises. Donc, on va recruter 100 nouveaux chargés d'affaires parce que pour nous, c'est très important. On est une banque, on va être net zéro carbone, mais c'est surtout par l'accompagnement de nos clients. C'est les agriculteurs, les constructeurs immobiliers, pas uniquement les producteurs d'énergie. Donc, comment est-ce que tout ça, on peut les accompagner, leur expliquer et faire en sorte qu'on fasse vraiment cette transformation? Donc on voit, c'est toute la chaîne qu'il faut travailler. Et ça a un impact évidemment sur l'attraction et la rétention des talents, qui sont de plus en plus exigeantes. Ça a un impact là-dessus, mais ça a aussi un impact sur le fait qu'il va falloir qu'on trouve des nouvelles compétences. Parce que voilà, ça ne se décrète pas tout de suite de se dire qu'on est expert en ESG sur un certain nombre de critères. Expert en risque ESG, c'est quelque chose de différent que expert dans proposer un certain nombre de choses. On voit donc du coup que pour les années à venir, et d'ailleurs on va y travailler, ça va être vraiment de nouvelles compétences qu'on va devoir mettre en œuvre, travailler et parfois créer. Merci. Peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment parfois, quand on regarde la transformation du secteur bancaire de l'extérieur, on peut se dire que parfois la transformation se heurte au contrôle interne ou à la réglementation bancaire. Est-ce que c'est une mauvaise perception ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement freine vos souhaits de transformation? On peut parler d'intelligence artificielle par exemple, mais pas seulement. Alors, il est indéniable que nous sommes un secteur qui est extrêmement réglementé. Maintenant, on peut le voir comme une opportunité dans une certaine mesure. Si je prends l'exemple de la data, quelque part, la réglementation, et notamment le fameux BCBS 239, nous a obligés très tôt à faire d'énormes investissements pour mettre en place toutes les fondations de gouvernance de la data qui sont en réalité nécessaires aussi bien pour répondre aux exigences réglementaires que pour permettre des use cases très très commerciaux, très très métiers. Donc finalement, là où certains essayaient de démontrer le ROI à leur COMEX, nous finalement, on ne s'est pas posé de questions métaphysiques, il fallait le faire pour des raisons réglementaires, et donc il faut vraiment le prendre, je pense, comme une opportunité. Donc ça crée du mouvement, finalement. Ça crée du mouvement. Après, il est vrai que le faisceau réglementaire qui se profile sur l'intelligence artificielle, etc., je pense qu'il est nécessaire. Je pense qu'effectivement, c'est très bien que des régulateurs s'intéressent à la question du risque de modèle dans les algorithmes, à la question de l'éthique. Après, c'est une question de comment ils le font, en espérant qu'ils gardent effectivement la dose de pragmatisme nécessaire pour ne pas brider l'innovation. Mais en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Et le fait que ça soit étendu à tous les acteurs et pas seulement aux acteurs bancaires, c'est même plutôt très positif. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Sophia, merci Rim. Merci. Et on voit que le monde bancaire est en train d'évoluer très rapidement. Absolument. Merci à vous pour l'invitation. Merci.